Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Bienvenue dans ce nouvel opus des LTP Demande Conseil et vous le savez, le but de ce format est de faire appel à des scientifiques, à des sachants pour répondre aux questions que l'on se pose, que vous posez, que je me pose sur différents sujets. Et aujourd'hui, les deux sujets que j'ai voulu aborder avec l'aide de mon invité, c'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant l'effort et parler un petit peu également de la maladie de Lyme, des moyens de s'en prémunir et des conséquences que peut avoir cette maladie. Pour ce faire, j'ai fait appel au docteur Fabien Pillard, qui est médecin au CHU de Toulouse à la clinique universitaire du sport. Il est responsable de l'unité de regroupement de compétences qui permet d'assurer un suivi complet des sportifs dans différents domaines et il est plutôt axé sur la physiologie du sport. Il est également maître de conférences à l'université, il enseigne et forme les médecins du sport. Il est également rattaché à un laboratoire de recherche sur le vieillissement musculaire et il a également une activité d'accompagnement à la performance des coachs. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec le docteur Fabien Pillard. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Fabien Pillard. Bonjour Fabien, je vous remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour Nicolas, c'est un plaisir. On remercie monsieur Pascal Balducci qui a permis cette rencontre et qui a fait la relation entre vous et moi et donc les auditeurs. Fabien, est-ce que vous avez la possibilité, si possible, de vous présenter en quelques mots ? Oui, je vais essayer en quelques mots. Alors, Fabien Pillard, je suis médecin au CHU de Toulouse, centre hospitalo-universitaire, plus particulièrement dans ce qu'on appelle la clinique universitaire du sport. Dans ce CHU, en fait, c'est une unité de regroupement de compétences au niveau du CHU, de façon à permettre sur une unité de lieu, une unité de temps, de proposer un suivi aux sportifs. C'est-à-dire qu'on va proposer avec un maximum de compétences dans cette unité, des suivis orthopédiques, cardiologiques, ophtalmo, neurologiques, rhumato, enfin un espèce de pôle sportif en fait. Exactement, voilà. Si vous préférez, c'est un pôle sportif. Le label, c'est clinique universitaire du sport, mais c'est exactement ça. On fonctionne comme si on devait fonctionner sur un service médical de pôle sportif. Moi, je coordonne l'unité de médecine du sport au sein de ce pôle, avec deux versants d'activité plus particuliers. C'est le versant physiologique, c'est ce qui me concerne plus particulièrement, et le versant orthopédique, le versant prise en charge des pathologies de l'appareil locomoteur, qui, lui, me concerne moins directement, mais qui est parfaitement assuré par des collaborateurs qui sont spécialisés dans justement tout ce qui est pathologie de l'appareil locomoteur, des médecins de médecine physique, de réadaptation et des médecins rhumato. On a des internes en formation, donc on a une équipe à ce niveau-là aussi qui nous permet d'avoir un aspect académique puisque je suis donc maître de conférence aussi à l'université et j'enseigne la médecine du sport, la médecine des activités physiques au sens plus large, avec des diplômes universitaires et une capacité pour la formation de médecins du sport. Et on forme des médecins du sport dans leur cursus, justement, à tous les niveaux. Ça, c'est mon activité médicale. Je suis aussi, de par mon côté universitaire, attaché à des activités scientifiques, donc rattaché à un laboratoire scientifique qui s'appelle Adipolab. C'est un laboratoire au départ de recherche sur les obésités. Et dans ce domaine-là, ce qui m'a intéressé au départ, c'était tous les aspects énergétiques de l'exercice musculaire. Donc, vous voyez le lien avec adiposité et exercice. Et puis, assez vite, j'ai souhaité basculer le laboratoire dans cette thématique, un peu à basculer sur, on va dire, un aspect non pas que métabolique, mais beaucoup plus général, c'est le vieillissement. Et moi, actuellement, je travaille beaucoup et quasi uniquement dans ce domaine, en tout cas pour ma valence scientifique, avec des équipes qui travaillent sur le vieillissement, la sarcopénie, c'est-à-dire le vieillissement musculaire. Et on recherche tout un tas de solutions, de biomarqueurs ou de solutions pour essayer de ralentir de ralentir le processus de vieillissement musculaire et d'améliorer justement le bien vieillir musculaire, le bien vieillir au sens large, et l'activité physique est bien entendu au centre de nos préoccupations.
Donc ça, ce sont mes activités professionnelles propres, c'est-à-dire d'enseignement, la clinique, la pratique médicale clinique et cette activité de recherche. Et la quatrième activité ou l'activité satellite par rapport à mon métier, c'est une activité d'accompagnement à la performance avec des coachs, puisque je souhaitais me rapprocher du monde de l'entraînement. Donc j'ai validé une licence 3 entraînement sportif à l'Université de Toulouse, avec la possibilité donc d'exercer cette profession d'éducateur sportif, avec une validation athlétisme dans les modules. Et du coup, ça me permet de collaborer beaucoup plus précisément et de façon factuelle avec des entraîneurs. Alors là, on parle de travail aujourd'hui, c'est mon cœur, on va dire, d'intérêt au départ, mais très vite, ça m'a permis de collaborer avec d'autres on va dire, groupes de performance, que ce soit des activités individuelles, beaucoup de vélo, des activités collectives, foot, rugby et autres. Voilà. D'accord. Donc grosse activité. Quel est, vous m'en avez parlé tout à l'heure en off, le principe de fonctionnement et l'interaction entre vous et les coachs. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus précisément quel est votre rôle? Alors je dirais 3 mots. Une demande. Il faut qu'il y ait une demande. Comme je dis toujours, on peut répondre que si on nous pose une question. 2, la confiance, c'est important, et 3, le plaisir. Voilà, donc le plaisir, le principe il est là. Si on n'a pas de demande, on collabore, bien entendu pas. Si on n'a pas de plaisir, confiance, c'est compliqué. Généralement, ça se développe pas comme ça peut se développer. Et s'il n'y a pas de plaisir, ça ne dure pas non plus parce que ça devient vite un peu du travail. Et dans le domaine du développement, de l'accompagnement, à la performance, il faut qu'il y ait quand même au-delà même du travail, du plaisir, de l'intérêt, et puis un peu d'étincelle qui fait que on a envie d'y aller, quoi. C'est pour faire un petit peu l'opposition avec le sport, c'est pas utile. Il faut rester avec l'activité physique. Je peux concevoir ce type de démarche, ce type de réflexion. On pourrait discuter de ça, mais voilà, si on aime le sport, on aime la performance, et on peut aimer la performance, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. C'est pour ça qu'il faut de la confiance et du plaisir, au-delà même de la demande qu'on va me faire. Et quand vous interagissez avec les différents coachs avec qui vous travaillez, vous apportez vos connaissances théoriques médicales. C'est ça le but en fait de votre collaboration avec les coachs? Alors oui, c'est ça, si ce n'est que le mot médical, je ne l'emploierai pas, parce que ce que j'apporte, c'est mes connaissances de biologiste, de physiologiste. Pascal, il est totalement compétent en biologie, en physiologie, et moi j'essaie de l'être aussi. En tout cas, c'est ma spécialité médicale, la physiologie. Juste pour la petite information, au départ, je ne suis pas issu de la biologie, je suis issu des biostatistiques en médecine. D'accord. Donc, c'est, si vous voulez, après quelques mois ou une petite année et demie de réflexion, que je me suis dit, après avoir fait beaucoup dans ce qu'on appelle l'épidémiologie, vous avez tous entendu parler de ce terme actuellement, de formation initiale épidémiologiste, donc après m'être intéressé à la santé des populations, avec de la réflexion et justement par envie de vouloir me rapprocher de tout ce qui m'a toujours intéressé, le sport, j'ai essayé de trouver un moyen de sortir de, on va dire, ce cadre pour me ramener sur un cadre qui me plaisait, c'était la médecine du sport au départ. Il y a même plus de 20 ans, ce n'était pas facile pour moi. Et j'y suis rentré par le biais de la biologie qui, là, pour le coup, s'intéresse alors non plus à la santé des populations, mais plus à la santé d'un individu. Donc, vous voyez, j'ai fait un switch. Une personnalisation de la ouais, exactement. J'ai fait un switch et c'est pour ça que le terme médical, oui, certes, bien entendu, j'amène ma compétence médicale parce que quand je fais un test d'effort, c'est pas parce que je suis biologiste que je peux regarder le CG, c'est parce que je suis médecin. Mais la discussion, elle porte surtout, quand je travaille avec les entraîneurs, sur les aspects biologiques de la performance et les aspects physiologiques de façon plus sémantique. Si on peut parler de façon plus sémantique sur la physiologie, les aspects physiologiques de la performance. Très bien.
J'aimerais aborder deux sujets. Alors, avant d'aborder ces deux sujets, j'aimerais déjà que vous nous parliez un petit peu de votre relation avec le trail. Est-ce que vous pratiquez et depuis combien de temps? Alors, je pratique pas autant que je voudrais, mais oui, je pratique et ça me fait toujours plaisir de pratiquer. Je pratique depuis environ, allez, on va dire ça, une grosse quinzaine d'années. J'y suis venu, alors pas par hasard, mais pas par initiative spontanée. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'étais escrimeur. J'ai fait beaucoup d'escrime. Quand je suis arrivé à l'internat à Toulouse, j'ai arrêté mon processus d'entraînement d'escrime parce que j'avais plus le temps, parce que changement de vie, etc. Projet de carrière aussi. Je me suis mis à jouer au rugby avec un gabarit qui manifestement n'était pas du tout adapté. Donc j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Suite à un traumatisme médical, j'ai dû être opéré dans une zone qui, on va dire, peut me mettre en danger de façon importante. Donc on m'a dit plus de sport avec inertie, plus de sport de contact, risque, etc., etc. Donc là vous vous retrouvez avec quelqu'un qui faisait plus de 10 heures de sport par semaine, j'étais escrimeur à plus rien, entre guillemets d'intéressant, c'est en tout cas ce que je considérais. Et puis là je me suis mis à faire du vélo, à courir, à prendre du plaisir, à me centrer sur moi-même en fait. Alors que j'étais au départ besoin d'un adversaire parce que j'étais escrimeur. Tout ça, c'est un processus de développement. Et puis, comme j'adore la nature, j'ai goûté bien entendu au marathon, c'est le marathon. Et je me suis dit que finalement, la pleine nature, c'était mieux. Et puis, je me suis mis à courir, voilà, faire 2-3 courses de petite distance. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à ce processus de performance qui était on va dire, la course nature. Là, j'ai commencé à avoir quelques patients qui venaient me voir pour se tester et qui faisaient ce type de sport, notamment un sportif qui s'appelle Michel Rabat, qui était champion de France de course de montagne, qui est un Catalan, agriculteur catalan, qui est devenu un ami avec tous ses copains et ils sont devenus aussi mes amis. Et de but en blanc, en fait, de côtoyer ce genre de personnes qui sont de très très haut niveau, ça m'a stimulé en fait pour aller vers, on va dire, le développement de la performance. Et je me suis mis à donc faire un peu plus de compétition et puis à m'entraîner différemment et puis à essayer de faire des distances de plus en plus longues. Et puis j'ai assez vite basculé sur le 160 où là j'ai fait le Grand Raid de la Réunion, j'ai fait ensuite la Mascarène, donc la moitié, j'ai fait le Grand Raid des Pyrénées, j'ai fait d'autres ultras, et puis des courses intermédiaires, et voilà. Et de là, je me suis mis à courir et à avoir des objectifs sur le trail. Alors, depuis quelques années, j'en ai moins, parce que là encore, processus de carrière, entraînement que moi, j'arrive pas à juguler. Je sais qu'il y en a d'autres. J'ai vu que vous aviez d'autres coureurs comme Thibaut Garivier et puis moi, je connais d'autres médecins qui sont de très très haut niveau en course de montagne et en trail. Thibaut que j'ai eu dans le podcast, qu'on salue d'ailleurs. J'ai vu le podcast, j'ai écouté, mais c'est pas facile, voilà. En tout cas pour moi, ça n'était pas, et voilà. Donc je continue à en faire. Alors pour moi, beaucoup moins qu'avant, mais surtout à en faire avec plaisir, justement en collaborant soit avec des entraîneurs, soit avec des sportifs. Et ça me satisfait tout autant de pouvoir me dire que quelque part, j'ai un projet via eux, que ça permet d'avoir un objectif et de l'atteindre. Voilà. Quel est votre positionnement par rapport... Alors, j'ai posé une question assez large, mais santé et trail, après vos expériences d'ultra, votre expérience et vos formations de docteur, etc. Quelle est pas votre conclusion, mais votre point de vue par rapport à ça? De manière assez vaste. Ma conclusion, elle est que c'est absolument pas incompatible. C'est-à-dire que, comme dans tout sport, si le sportif est acteur de sa propre santé, c'est-à-dire en clair, si il connaît les règles, et s'il a une relation de confiance et que lui-même décide qu'il souhaite être suivi, pour moi, c'est absolument pas incompatible. Après, il est clair que
la pratique du travail, de l'ultra-trail, même du travail court, peut être une situation, toutes ces pratiques peuvent être des situations qui démasquent, on va dire, des problèmes de santé. Et bien entendu, à ce moment-là, on dira, voilà, il a fait cet arrêt parce qu'il faisait du travail. Bien entendu qu'il peut y avoir des adaptations, bien entendu qu'il peut y avoir des soucis, mais très souvent, la majorité du temps, les problèmes qu'on peut voir sont des soucis que peut-être on aurait pu démasquer avant, ou ce sont des problèmes qui sont liés à des mauvaises, on va dire, mauvaises adaptations ou des risques pris par le patient, alors, soit de façon consciente, soit inconsciente. Mais dans tous les cas, quand on dit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une rupture à un moment donné entre la capacité d'adaptation et le niveau de stress dans lequel le patient s'est mis. Donc, à partir du moment où on est capable d'évaluer la ressource d'adaptation et qu'on est capable d'expliquer quelles sont les bornes, quelles sont les limites de stress qu'il ne faut pas dépasser, par définition, on doit pouvoir contrôler au mieux on va dire cette situation qui reste bien entendu potentiellement un risque, sur laquelle nous, on n'a pas on va dire d'a priori négatif, en tout cas en termes de santé. Maintenant, il est clair que les travailleurs ont des systèmes articulaires beaucoup plus usés que les non-travailleurs. Bon, pour autant, je peux prendre plein d'autres exemples. Hein. Il y a plein d'autres risques que le travail pour se faire mal au dos, au genou. On est d'accord. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir un a priori négatif, c'est d'avoir plutôt un a priori positif dans la construction d'un projet. On parlait tout à l'heure en off de quelque chose qui est important pour vous, ce sont les risques cardiovasculaires liés au trail et notamment en ce qui concerne les tests d'effort. Vous me disiez que c'est pas l'unique solution de faire un test d'effort ne va pas démontrer toutes les pathologies potentielles, etc. Et là encore une fois, il faut que le trailer ou le sportif soit acteur de sa propre santé. Est-ce qu'on peut préciser ces aspects-là? Oui, complètement. Moi, dans mon domaine de compétences, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas trop l'orthopédie, pas trop les pathologies de l'appareil locomoteur, les blessures, c'est plus le côté cardio, respiratoire, muscle, métabolisme. Oui, pour le côté cardiovasculaire, c'est un peu la hantise de tout le monde. Mais déjà, faire un électrocardiogramme de repos, quand on n'en a jamais fait, c'est déjà la base, parce qu'on peut dépister des anomalies. Des anomalies qui peuvent être graves si on ne les dépiste pas. Donc déjà, de la base, c'est un électrocardiogramme de repos. Et après, l'épreuve d'effort, c'est au médecin de l'indiquer par rapport à des algorithmes décisionnels qui tiennent compte du niveau de risque du patient. Donc, on a des algorithmes qui nous permettent, nous, de dire, voilà, monsieur un tel, de tel âge, tel antécédent à ce niveau de risque. Et derrière, on couple ça avec le niveau de pratique escompté, c'est-à-dire que suivant que le patient fait une activité d'intensité modérée, d'intensité faible ou de haute intensité, on va moduler le niveau de risque personnel par le niveau de risque lié à l'activité physique. Et là, on va dire, bon, OK, la probabilité 2 fait qu'on va proposer le test d'effort. Mais le test d'effort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne détecte pas tout et que on peut très bien avoir un test d'effort normal un jour J et le lendemain faire un souci. Voilà. On en a eu la démonstration encore récemment avec les joueurs de foot où on pas penser que ces joueurs de foot qui jouent dans les plus grands clubs européens ne sont pas suivis, et bien malgré tout, il y a quand même, à un moment donné, ces joueurs-là, il y a plein d'autres joueurs plein d'autres sportifs qui malheureusement ont ce genre de soucis, des ruptures de trajectoire, parce que voilà, ça doit se passer comme ça, ou parce que le test d'effort, le jour J, n'avait pas pu voir que ça devait mal se passer. Donc, le test d'effort, il faut l'envisager encore une fois avec une approche préalable qui est la stratification ce qu'on appelle la stratification du risque. Et comme on dit, on ne trouve que ce qu'on cherche. Il faut aussi savoir ce qu'on cherche quand on fait le test d'effort. Maintenant, ça reste pour moi quelque chose que je recommande chez des travailleurs qui atteignent un certain âge et qui ont des objectifs, avec des intensités et des contraintes que moi je juge non négligeables. Donc, c'est un test qu'il faut savoir proposer, donc il faut savoir ne pas abuser pour pas on va dire, inciter tout le monde à le faire parce que ça n'a pas de sens. Il faut vraiment, on va dire, tenir compte à la fois des symptômes, à la fois des antécédents familiaux et personnels du patient,
de son objectif, de son niveau d'entraînement aussi, parce que là aussi, on sait que mieux vous êtes entraîné, moins vous avez de risques. D'accord. Et test d'effort, mais si on peut le faire en même temps qu'on fait le test d'effort avec une évaluation de la compétence fonctionnelle, c'est pas mal, parce que ça permet aussi de gérer le risque du patient via la gestion de son niveau de compétence. Parce que là, on sait très bien aujourd'hui que moins votre compétence est bonne, plus vos objectifs sont hauts, plus vous allez vous mettre, comme on dit, dans le rouge, et plus vous allez engendrer des contraintes qui peuvent justement créer des pathologies, créer des dilemmes, on va dire, dilemmes médicaux. Là où ça devient un peu délicat dans le trail, notamment dans l'ultra-trail, c'est... j'imagine que le corps humain a des systèmes de sécurité qui nous permettent de pas aller au-delà, en règle générale, mais l'aspect psychologique inhérent à ce sport-là engendre souvent des situations où le trailer va aussi au-delà de ses propres capacités, quoi. C'est ça qui est un peu délicat. Tout à fait. C'est ce qui est un peu délicat. C'est ce qui fait aussi la force du trail. Et la force des trailers, c'est d'avoir cet autodépassement, cette capacité d'autodépassement. Ce qui fait la difficulté et ce qui peut être grave, c'est justement quand cet autodépassement il est artificiel. Voilà, c'est-à-dire quand vous allez commencer à prendre des produits, des médicaments pour lever des alarmes, c'est là que oui, pour moi, ça pose problème. Après, l'autodépassement, pour moi, non. Du moment qu'il est géré par des processus internes, n'est pas critiquable. N'est pas critiquable. Là où ça va poser problème, c'est quand c'est artificiel. Parce que là, pour le coup, vous levez, comme on dit, les alarmes. Donc, il n'y a plus de, comme vous disiez justement, il n'y a plus de gestion coordonnée de tous les systèmes. C'est-à-dire qu'on est fait pour... nous sommes une société de cellules, en fait. Les organes sont faits pour communiquer entre eux. À partir du moment où vous commencez à court-circuiter un schéma qui a normalement un mode salutaire, un mode de fonctionnement salutaire, c'est-à-dire vous avez des alarmes qui se mettent en route et vous vous retrouvez bloqué parce qu'à un moment donné, il y a un système qui est défaillant. Donc, ce système va envoyer des signaux aux autres qui vont faire que les autres vont réduire aussi leur niveau de fonctionnement. À partir du moment où vous levez ces alarmes-là, vous rentrez dans des logiques de dégradation, dans des logiques de risque. Donc c'est en ce sens que là, moi, je pense que oui, ça peut être délétère. Justement, transition tout trouvée pour notre premier sujet un peu plus précis, et c'est un sujet qui me tient à cœur, j'expliquerai pourquoi après. Justement, puisqu'on parle de cacher les alarmes, les systèmes d'alarme que notre corps nous envoie, j'aimerais bien parler de la prise d'anti-inflammatoires on va rester dans un cadre plus compétitif lors d'événements, et notamment d'ultra. Est-ce qu'on peut, dans un premier temps, sur ce sujet-là, parler des risques inhérents à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va préciser un peu ce que c'est, lors de la pratique de l'ultra-trail? Alors, le risque, le risque des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc, il est lié sur les courses comme en sport et plus particulièrement dans les courses d'endurance, il est lié à au risque sur la fonction rénale. C'est-à-dire que le rein, c'est un filtre et que pour que ce filtre fonctionne, il faut qu'il soit perfusé. Parce que si vous avez un filtre qui n'est pas perfusé, forcément, il ne filtre pas ce qu'il doit filtrer. Donc, pour qu'il soit perfusé, il faut que les vaisseaux, les artères qui perfusent le rein amènent un débit de sang suffisant pour assurer un débit de filtration suffisant. Pour que ces artères amènent un bon débit de filtration, il faut qu'elles soient suffisamment dilatées, suffisamment ouvertes. Et là, on touche aux problèmes liés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisque pour que les artères soient suffisamment dilatées, par définition, il faut qu'il y ait un équilibre entre les processus de vasoconstriction et les processus de vasodilatation. Le problème quand vous faites de l'ultra, c'est que déjà vous vous déshydratez, donc vous avez déjà moins de volume de sang à perfuser. Vous avez déjà un débit un débit sanguin qui va, on va dire, potentiellement être moins performant dans ce domaine. Vous avez un deuxième problème, c'est que de principe, à l'exercice, le rein fait partie des territoires, des organes sacrifiés au profit des muscles et de la peau. On va en faire court, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, c'est un organe qui est
sacrifié parce que la majorité des débits est requise pour la perfusion de la peau et du muscle. Le troisième point, c'est qu'à l'exercice, vous sécrétez ce qu'on appelle des catécholamines, des molécules comme l'adrénaline, la noradrénaline, et d'autres molécules qui ont des propriétés vasoconstrictrices, c'est-à-dire elles ont des propriétés de fermeture des vaisseaux, et notamment des vaisseaux rénaux. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'à l'exercice, tout concourt pour que le rein fonctionne moins bien. Nous sommes bien faits en ce sens que pour contrer les processus vasoconstricteurs, nous avons des processus vasodilatateurs donc pour établir une balance entre vasoconstriction et vasodilatation. La vasodilatation se fait avec ce qu'on appelle des prostaglandines, c'est-à-dire des molécules qui ont une propriété plutôt vasorelaxante sur les vaisseaux. Et c'est là qu'on arrive aux anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont des inhibiteurs de la synthèse de prostaglandines vasodilatatrices. Donc, imaginez-vous à l'exercice, sur un effort durable, où vous êtes déshydraté, long. Derrière, vous prenez une dose d'anti-inflammatoire, vous enlevez le processus de vasodilatation, donc vous avez tout qui va pencher en faveur de la vasoconstriction. Votre rein se retrouve, alors, je ne veux pas dire asphyxié, mais littéralement sacrifié avec un risque d'insuffisance rénale et donc de lésion de cet organe. Voilà. Donc voilà un peu le mécanisme, le risque lié aux anti-inflammatoires. C'est un risque de sacrifice et de lésion de la fonction rénale, avec le risque d'insuffisance rénale, alors aiguë, c'est-à-dire vous faites une insuffisance rénale, on vous prend en charge et dans les quelques jours, vous récupérez. Et puis dans certains cas, si ça a duré, c'est trop intense, alors ne repart pas et vous retrouvez l'insuffisance rénale chronique plus ou moins grave, avec tout ce que ça veut dire derrière. Voilà. Alors, ce sujet me touche beaucoup parce que, comme on en a parlé lorsqu'on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, eh bien, j'ai été moi victime, alors pas dans le cadre d'un ultra ni d'un effort longue durée, mais d'une allergie à la prise d'AINS, d'anti-inflammatoire non stéroïdien, qui était le Vogalène. J'en avais pris un demi ou un quart. Et j'ai fait immédiatement, le soir même, une réaction allergique. Mon rein droit s'est arrêté de fonctionner. J'ai fait 4 jours d'hôpital. Et il a fallu attendre que mon organisme évacue cet AINS pour que mon rein refonctionne de manière normale. Et je suis passé pas loin de la catastrophe. Donc je peux le dire très clairement. L'anti-inflammatoire, donc je suis interdit d'anti-inflammatoire non stéroïdien toute ma vie, quoi. Je ne pourrai plus jamais en prendre parce que je suis allergique. Mais ça rejoint ce que je disais. Alors, vous parliez d'allergie. Les anti-inflammatoires peuvent donner bien entendu des phénomènes allergiques de type cutané ou autre. Mais là, en l'occurrence, c'est plus qu'une allergie, c'est une hypersensibilité à l'action d'inhibition de la vasodilatation, d'inhibition vasodilatatrice au niveau du rein, quoi. C'est une réaction excessive, quoi. Mmh. On est bien d'accord, d'après ce que vous venez de dire, la prise d'AINS lors d'ultra, c'est vraiment, et de manière générale dans le sport, c'est vraiment contre-indiqué, voire à proscrire, quoi. En tout cas, moi je ne la recommande pas et moi je ne l'utilise pas. Voilà, parce que c'est une prise de risque. Là, on parle d'ultra, c'est une prise de risque voilà, pour le rein. Après, c'est discutable pour d'autres activités où le temps de soutien, le risque de déshydratation, le temps durant lequel le rein est hypoperfusé est moindre. Mais en tout cas, là, si on parle de trail, si on parle d'endurance, non, moi, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Pour parler un petit peu de moi de nouveau, dans mon cas personnel, étant donné que j'ai subi une insuffisance rénale aiguë, certaines personnes ont déjà eu le même cas que moi. Est-ce que la pratique de l'ultra ou du trail à longue durée peut générer des risques de nouveau, ou est-ce que ce sont des cas bien spécifiques et à séparer? Alors, j'ai déjà eu à gérer ce genre de cas, mais ce genre de situation. Tant que la fonction rénale, il y a des tests pour ça. Hein. La créatinémie notamment. Ouais, voilà, il y a des tests biologiques, on peut même faire des tests de charge.
pour pousser un petit peu, le rein dans sa fonction, voir quelle est sa réserve. Tant que la fonction rénale est bonne, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Mais il faut être très vigilant pour le coup, si vous faites du trail, à bien vous hydrater, à bien contrôler les symptômes et surtout à ne pas reprendre d'anti-inflammatoires. Ah, mais c'est clair. Après, pour moi, il y a la notion de risque secondaire. Je ne l'ai jamais vu passer en tout cas et j'y ai jamais été confronté. Et quelques fois où on m'a posé la question, le patient l'a autorisé à reprendre. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles dans ce domaine. Mais on avait en amont pris un avis complémentaire. Donc, c'est en ce sens qu'on parlait tout à l'heure de pôle sportif. On a pris un avis auprès de spécialistes, de néphrologues. On a discuté du dossier. On a fait une réunion on a une concertation pluridisciplinaire. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'obligation de moyens, pour obtenir ce qu'on appelle aussi un objectif de résultat. En médecine, on est une obligation de moyens, un objectif de résultat. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on va gérer la situation. En ce qui me concerne, les tests que je fais régulièrement, à peu près une fois par an, pour surveiller ça, c'est les niveaux de créatininémie. Donc si je schématise, c'est le fonctionnement rénal, et toujours un petit peu haut, dépasse jamais la limite. Donc voilà, on peut dire que je peux, si je m'hydrate suffisamment et si je fais attention. Alors en plus, la problématique, c'est que je suis quelqu'un qui transpire énormément, donc ça engendre d'autres paramètres. Est-ce que de manière générale dans l'ultra, est-ce qu'on doit faire attention à si on transpire beaucoup, à sa fonction rénale de manière générale? Est-ce qu'il y a un risque, même sans parler d'anti-inflammatoire? Non, parce que si vous transpirez beaucoup, ça veut dire que quelque part, à la limite, je vais vous dire tant mieux, ça veut dire que vous thermorégulez. Donc, vous ne risquez pas l'hyperthermie d'effort, qui est aussi une problématique qu'on a sur le trail, qui est une problématique, on va dire, jamais très, très sympa à vivre. Vous faites une hyperthermie d'effort, c'est jamais très, très, très bon. Maintenant, celui qui transpire et qui perd beaucoup, il a pour obligation de compenser pendant et après, et de préparer avant. Donc, derrière, si vous contrôlez votre duresse, si vous contrôlez votre fréquence des urines, votre contenu des urines, la coloration des urines, en clair, si vous avez des critères des critères internes, on va dire, de suivi de votre fonction rénale, il n'y a pas de peur à avoir sur la pratique du trail, de l'ultra-trail et de l'ultra-endurance d'une façon générale. Maintenant, quand vous avez fait un antécédent comme le vôtre et que vous continuez à pratiquer, il est clair que le bilan annuel, il n'est pas inutile. Le bilan régulier n'est pas inutile parce que vous avez un profil de risque un peu supérieur, bien entendu. Mais je pense qu'il faut rassurer les pratiquants qui n'ont pas eu de soucis rénaux encore sur le fait qu'il n'y a pas de risque rénal particulier dès lors que, encore une fois, l'hydratation, le suivi, le sportif est attentif à tout ça, quoi. Il faut surveiller ses urines et les urines sont un bon marqueur quand même de la fonction rénale. Si dans les suites d'une course, vous avez réduit votre urine, vous commencez à avoir des œdèmes, voire vous pissez clair et foncé, là il faut consulter, quoi. Bon, si c'est H24 ou H48, c'est moins gênant, mais du moment que vous commencez à avoir des œdèmes, par exemple, il vaut mieux consulter, quoi. Ça veut dire qu'il y a une défaillance qui s'opère. Peut-être que dans 72 heures, il n'y aura plus rien, que ça sera fini. Le rein aura retrouvé son fonctionnement normal. Mais il vaut mieux vérifier pour savoir d'où on part. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres risques liés à la prise d'anti-inflammatoires, autres que rénaux? Les risques qui sont... Alors, sur les courses comme ça, il y a assez souvent, moi j'ai des travailleurs qui ont fait une mauvaise expérience au niveau digestif, au niveau gastrique. En prenant les anti-inflammatoires, ça a réveillé avec le stress, avec la contrainte mécanique aussi quand vous courez au niveau de l'estomac, avec probablement l'hypodébit aussi, l'hypoperfusion digestive pendant l'effort. Les sportifs se retrouvent avec des maux de ventre ou des maux gastriques qui peuvent être particulièrement invalidants. Donc les autres risques, c'est soit des risques immunoallergiques, comme on dit,
c'est lié à la molécule elle-même, c'est-à-dire vous allez faire une réaction cutanée, par exemple, et quand vous faites du travail au soleil, vous couplez les deux, il peut y avoir une réaction assez détonnante, avec une rougeur cutanée assez intense. Ça peut se voir, mais ça, c'est de l'allergie pure aux anti-inflammatoires. Et puis, je vous dis, le problème digestif, et après le reste, j'ai jamais vu d'autres soucis particuliers, quoi. Les histoires de saignement sont évoquées. Bon, si vous devez saigner parce que vous avez pris des anti-inflammatoires, ça va être sur un traumatisme comme une entorse ou autre chose. Et je pense, pour moi, c'est pas ce qui va faire la gravité de la prise inflammatoire, va faire la gravité du saignement. Si vous saignez sur une grosse entorse du genou ou de la cheville, l'anti-inflammatoire va pas faciliter les choses. Mais de toute façon, vous allez saigner quand même. Donc, ça va pas changer la donne. Pour moi, le risque, il est vraiment, encore une fois, rénal, quoi. Et il y a peut-être aussi un risque de cacher les douleurs et donc d'aggraver certaines pathologies, certaines blessures. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais au début, tout à l'heure, c'était la levée des alarmes. C'est un risque indirect, mais c'est un risque quand même, effectivement. C'est d'aller au-delà des ressources d'un système, au-delà des ressources d'un tendon qui, quand vous allez masquer par des antalgiques, des anti-inflammatoires, la douleur fait qu'à un moment donné, le tendon va péter, quoi. Il va lâcher parce que la contrainte mécanique, vous l'aurez pas levé. Donc en gros, pour terminer sur cette question-là, la solution, c'est de plus en prendre. Et est-ce qu'on a des moyens de remplacer, j'imagine que non, ces anti-inflammatoires? Ouais, c'est de pas en prendre pendant les compétitions, c'est d'en prendre en dehors des compétitions quand on se soigne, quand on se réathlétise, quand on se rééduque. Oui, ça fait partie des schémas. Mais quand on se pousse, c'est de pas prendre de médicaments. Ouais. En tout cas, pas de ce genre de médicaments. Très bien. Parfait, Fabien, merci beaucoup. On va passer au deuxième et dernier sujet que je souhaite aborder avec vous. C'est la maladie de Lyme par le biais notamment des piqûres de tiques, qui est un sujet qu'on entend beaucoup là, notamment récemment. Xavier Thévenard a fait une communication où il a dit qu'il a eu certains effets de la maladie de Lyme récemment. Est-ce que déjà on peut parler, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la maladie de Lyme et un petit peu d'où vient-elle et par quels moyens? Alors, c'est une maladie infectieuse qui n'est pas contagieuse entre humains, mais qui est transmissible par les tiques via des animaux eux-mêmes infectés. Donc, c'est une bactérie qui s'appelle Borrelia qui va être inoculée par une piqûre de tique, puisque la tique va aller elle-même piquer un animal, va se nourrir donc du sang de l'animal et une fois qu'elle va s'accrocher à votre peau, elle va elle-même chercher à se nourrir de votre sang, puisqu'elle a cet objectif. Et dans certains cas, elle va recracher des substances de son tube digestif ou de son milieu intérieur et vous inoculer donc dans ces substances la maladie de Lyme. Donc c'est une maladie qui est infectieuse et qui est justement cette transmission par la piqûre de tique. D'accord. Comment se prémunir de cette infection? J'imagine que porter des vêtements amples pour des trailers, c'est pas évident. J'imagine que la solution aussi la plus adaptée, c'est de se vérifier systématiquement quand on revient des sorties. C'est quoi les solutions? La solution est d'éviter la piqûre de tique. Et comme vous l'avez dit, c'est de soustraire la peau aux agressions extérieures. Donc pour ça, c'est effectivement les vêtements longs, c'est l'utilisation de répulsifs, c'est-à-dire tout ce qu'un travailleur ne peut pas faire. Voilà. Donc malheureusement, on est exposé à ce problème, on est exposé à ce risque. C'est, comme vous le disiez, de regarder si on n'a pas effectivement été piqué par une tique quand on rentre. C'est si on a été piqué par une tique, de faire en sorte de soustraire la tique de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire avec une pince, ce qu'on appelle un crochet plutôt, pardon, une pince à tique ou crochet à tique. Il ne faut surtout pas écraser la tique avec ses mains, avec une pince à épiler, etc., parce que c'est le meilleur moyen pour que, se sentant agressée, elle recrache on va dire les bactéries qu'elle a dans son tube digestif. Et qu'il faut la soustraire de façon précautionneuse avec un
crochet à tique de façon à ne pas laisser les crochets de la tique et laisser le temps de sécréter les produits les produits riches en bactéries. Il faut, si vous avez été piqué, c'est ça qui fait la gravité du Lyme, vérifier que vous n'avez pas de zone rouge qui apparaît autour et qui grandit. Et puis, si vous avez été piqué et que la confirmation d'une piqûre de tique est faite, et vérifier que vous n'avez pas de symptômes qui peuvent apparaître, et ça fait partie des symptômes dont Xavier a probablement dû souffrir. C'est de la fièvre, c'est des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des vertiges, des choses comme ça, des problématiques neurologiques. Parce que là, ça peut être lié, c'est pas systématiquement, mais ça peut être lié, ça peut être, on va dire, des symptômes de maladie de Lyme, on va dire, gênante. Donc, les meilleurs moyens, c'est pas forcément de l'éviter parce que, comme on l'a dit, le travailleur, c'est compliqué. Mais c'est de surtout suivre l'évolution d'une piqûre de tique. Pour pas que ça évolue. Parce que là, pour le coup, si elle évolue mal, on peut peut-être donner un traitement antibiotique pour essayer de casser le développement de cette maladie. Donc, pour ça, il faut le faire suffisamment tôt. Et pour le faire suffisamment tôt, il faut se surveiller. On est d'accord que c'est pas parce qu'on est piqué par une tique qu'elle est forcément porteuse de la maladie de Lyme. Et Tout à fait. Deuxième question, comment elle peut évoluer à long terme cette maladie si elle n'est pas traitée? Elle peut évoluer pas très bien en fait parce que il va y avoir des symptômes très chroniques et l'évolution peut se faire de façon délétère sur le plan notamment cardiaque, rhumatologique et neurologique. Voilà. Donc, elle peut ne pas bien évoluer, avec des séquelles sur ces trois organes essentiels. À surveiller de manière. On n'est pas en train de parler de petites piqûres qui provoquent une réaction allergique dermatologique et non, on est en train de parler de quelque chose qui peut dégénérer, quoi. Ouais, exactement. Si vous avez la certitude d'avoir été piqué par une tique, il vaut mieux consulter le médecin pour vérifier s'il y a des symptômes locaux, c'est-à-dire, encore une fois, ce qu'on appelle l'érythème migrant, c'est-à-dire une plaque rouge autour de la piqûre. Il vaut mieux vérifier avec le médecin traitant qui, lui, saura vous proposer un suivi ou éventuellement vous proposer une mise en place d'un traitement antibiotique pour tenter de stériliser l'attaque, on va dire. Et après, à suivre avec l'évolution. Plus on le prend tôt, moins ça évoluera mal. Moins il y a de risques que ça évolue mal. Pardon. Très bien, bon, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à évoquer, d'autres points d'attention à regarder par rapport à cette maladie de Lyme? Non, encore une fois, l'auto-suivi fait partie, on va dire, de la gestion du risque. Mm-hmm. Il faut être attentif, il ne faut pas négliger. Une fois que vous avez enlevé la piqûre, une fois que vous avez enlevé la tique, il faut désinfecter avec la peau. Et encore une fois, si vous avez une zone rouge qui apparaît autour, ne pas hésiter à consulter parce que peut-être qu'une antibiothérapie peut aider à limiter l'extension de la bactérie. Est-ce que l'utilisation, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'utilisation de répulsifs type ce qui sert notamment pour faire fuir les moustiques, il y a certains produits qui font, voilà, certains produits. Ouais, les 2D, tous ces répulsifs-là, peuvent être intéressants, bien entendu. Peuvent être intéressants. Le problème du trail, c'est que vous allez l'appliquer sur la peau et avec la transpiration, c'est rincé, quoi. C'est rincé, donc ça marche pas. Est-ce qu'il y a des situations plus propices à attraper ces tiques? C'est les situations liées au trail. Hein. C'est des situations où, dans les endroits où vous passez, où il y a des herbes, où vous allez passer sur des endroits où vous allez avoir, on va dire, beaucoup plus de risques de contamination par contact direct avec un support naturel. La tique peut se nicher et venir s'accrocher. D'accord. Fabien, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez aborder un sujet autre, un sujet plus général par rapport au trail et à la santé? Non, je pense que votre interview est suffisamment complète pour faire passer les messages nécessaires d'un point de vue médical. Et en ce sens que la leçon à retenir, c'est il faut que le sportif soit acteur de sa propre santé et que être performant, ça permet aussi de rester en bonne santé. Et pour être performant, il faut être en bonne santé. Donc en fait, il faut vraiment cette relation,
cette adhésion, on va dire, de tous au projet, l'adhésion de l'entraîneur au projet du sportif, du médecin au projet du sportif aussi, hein, c'est important, du sportif au projet des deux autres. Donc, non, je pense qu'on a fait le tour et à partir du moment où on connaît nos compétences et surtout nos limites aussi, que ce soit le médecin, le sportif ou l'entraîneur, mais ça permet de challenger l'autre et puis d'essayer s'il y en a un qui n'a pas la réponse, d'y répondre via un autre, quoi. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Je ne fonctionne jamais seul et je ne veux pas fonctionner seul, même si on parle de sport individuel. Très bien. Mais merci beaucoup Fabien. On remercie de nouveau Pascal Balducci pour nous avoir mis en relation et puis j'espère qu'on pourra se retrouver pour un nouvel épisode un peu plus tard pour un autre sujet. Et n'hésitez pas les auditeurs si vous souhaitez que Fabien et moi parlions d'un sujet en particulier à nous faire vos demandes. Merci Fabien, je vous souhaite une agréable journée et puis à très bientôt j'espère. Merci Nicolas, bonne journée à vous aussi. Allez. Bonne fin d'été. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que cet entretien avec le docteur Fabien Pillard vous aura apporté de nombreuses réponses. N'hésitez pas, si il vous manque des informations, à me contacter par mail à letstry08@gmail.com et nous vous ferons un plaisir par l'intermédiaire de Fabien de vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également, si vous souhaitez aborder des différents thèmes et différents sujets, à m'en faire part par tous les moyens de communication. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Instagram ou Facebook. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro des LTP Demande Conseil. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!